Chapitre 1er. Je veux devenir le roi de Chicago. Ma propriété de Palm Island en Floride, c'est la perle de toute la côte. Pourquoi j'ai tenu à la faire construire sur une île en face de Miami? Eh bien parce que les autres, les gens, ils me dégoûtent et que je ne tiens pas à être surveillé. Ma maison, elle est d'une beauté incroyable. Oui, elle m'a coûté plus de 2 millions de dollars, ok? Non loin de la grande grille d'entrée, il y a dans mon jardin une immense piscine en marbre dans laquelle je nage tous les jours. Tout à côté, j'ai fait installer un stand de tir où je m'exerce tous les matins. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis, mais ceux-ci n'ont jamais été à mes yeux que des déchets. Mon seul vice, ça a été de donner aux miens et à mes intimes tout le confort et tout le luxe que je pouvais leur fournir. Et parce que j'ai toujours été honnête, oui, honnête, malgré les 8 années que j'ai tirées à Alcatraz, que je tiens à apporter toute la vérité sur ce que l'on a appelé la vie de Scarface. Mais avant de vous raconter mon histoire, l'histoire de ma vie, que je pourrais appeler mes confessions, je tiens à dire que si je n'ai pas toujours été en règle avec la loi, c'est parce que j'ai toujours rencontré sur mon chemin des individus qui voulaient m'imposer la leur. Oui, je l'avoue, j'aime jouir de la vie, et peut-être l'ai-je trop apprécié. De tout temps, j'ai eu horreur des bourgeois, des bien-pensants. Je me souviens encore du jour où j'ai acheté ma propriété. Tous les millionnaires en dollars de Miami protestèrent contre mon arrivée. Toutes ces demi-portions, ces rois du caoutchouc synthétique, du chewing-gum empoisonné, ces escrocs de Wall Street, tous ces citoyens honnêtes aux yeux de la loi, surent pourtant apprécier les fêtes somptueuses que j'ai données ici. Oui, je crois pouvoir dire que chez moi on a vu les plus jolies femmes du monde. On y a rencontré des écrivains comme Sinclair Lewis, des artistes comme Charlie Chaplin, des savants, des hommes politiques, des acteurs, des industriels. Oui, c'est vrai, j'étais le roi de Chicago. J'ai même été le personnage le plus puissant d'Amérique, au moment où M. Herbert Hoover, le locataire de la Maison-Blanche, faisait figure de petit garçon à mes côtés. Oui, on a dit de moi encore que j'étais le chef des bandes d'assassins les plus dangereux que le monde ait jamais connus. Disons seulement que j'étais un peu plus intelligent que les autres. Oui, je suis avant tout un bon père de famille qui aime jouer avec son petit garçon. J'aime avec passion ma femme. Oui, ma plus grande joie dans la vie est de préparer pour mes amis, j'en ai très peu, les spaghettis à la napolitaine que je fais moi-même dans la cuisine modèle de cette maison qui fait tant de jaloux et qui est vraiment la plus belle de Floride. Oui, je suis un homme riche, craint et respecté, et je le serai jusqu'à ma mort. Oui, je vais vous dire ce que fut ma vie secrète. On connaît peu de choses de moi, au fond. On dit que j'étais le premier des gangsters et l'ennemi public numéro 1, que j'étais l'homme aux 45 domestiques, 12 gardes du corps, au château qui valait des centaines de millions, l'homme qui avait à son service un des cuisiniers les plus célèbres de Paris, du Seigneur, auquel je donnais chaque mois 1000 dollars d'appointement, l'homme qui possédait dans Prairie Avenue à Chicago une maison qui renfermait des millions de dollars en objets d'art, l'homme qui jetait l'argent par les fenêtres, l'homme qui, à Pâques et à Noël, lorsqu'il allait voir sa sœur dans un pensionnat, était accompagné d'automobiles pleines de cadeaux de toutes sortes, l'homme à qui on prêtait, ce qui était faux d'ailleurs, 11 maîtresses officielles, l'homme qui avait un compte imposant à la First National Bank et dont la voiture blindée est devenue plus tard celle du président Roosevelt. Mais tout cela n'est pas ma vraie vie. Il faut que je commence par le commencement. Gamin à New York, il ne m'a pas fallu longtemps à comprendre ce que signifiait, dans cette ville que je déteste, l'expression « gagner sa vie ». Cela voulait dire être fort et puissant, et inspirer le respect. Mais moi, j'habitais à Five Points, une vieille bicoque aux 3/4 pourrie. Je payais $1 par mois de loyer à une ancienne pute, une certaine Lily, qui avait fait fortune dans l'Ouest en faisant la traite des femmes. Five Points, c'était mon quartier général. J'en sortais rarement, et lorsque par hasard j'allais à Times Square, c'était pour moi comme si je me rendais au bout du monde. Je commençais à fréquenter les bars du Bowery. J'avais une petite amie italienne. Chaque soir, j'y retrouvais les rôdeurs de Manhattan et du Bronx. Comme il fallait que je me débrouille, je me mis à m'exercer à la passe. Au bout de 6 mois, j'étais devenu un champion, et quand ils me voyaient,
Tous les truands de Five Points s'écriaient « Tiens, voilà le bel Hal, le roi de la passe ». Je veux bien dire aujourd'hui que je trichais. La partie se faisait de la manière suivante. J'avais un complice, un baron. Le baron allait recruter des joueurs dans le centre de la ville, et il me les amenait chez Fred, un bouge infect. Je les plumais en moins d'un quart d'heure, en gardant parfois comme argument persuasif un couteau planté au milieu de la table, ou un pistolet de trappeur à portée de ma main. Mais bientôt, je m'aperçus que ce job ne rapportait pas plus de 4 ou 5 dollars par jour. Il me fallait absolument trouver par une embellie quelque occupation qui pourrait me permettre de faire mes 30 dollars par jour. C'était assez difficile, puisque l'on était en 1917. C'est alors que ma logeuse, la vieille Lily, me dit un matin « Tu devrais aller voir Sadie, the Goat. Il contrôle tout le quartier de Dead Rabbits. Il a sous ses ordres plus de 500 types. Avec lui, un homme comme toi pourrait se tirer d'affaire. » Sadie, the Goat, était à mes yeux l'as des as. Dans ma petite cervelle de jeune homme, il apparaissait vraiment comme le roi des rois. Je me souviendrai toute ma vie du jour où je suis allé me présenter chez ce tueur irlandais. C'était un dimanche, dans un bar de la 4e rue. En arrivant au comptoir, je demandai au garçon où je pourrais trouver mon homme. « Qu'est-ce que tu lui veux ?» me répondit le serveur. J'hésitai quelques secondes et je me décidai à répondre. Lui proposer mes services. L'autre alors, d'un ton moqueur, me répondit « Te casse pas la tête. Rien qu'à ta dégaine, on voit bien que tu ne pourrais même pas faire de mal à une petite fille. » Vexé dans mon amour-propre, et pour prouver que j'étais vraiment un homme, je saisis une bouteille de whisky qui traînait sur le comptoir et la lançai en plein sur sa face de fouine. 2 coups de feu claquèrent dans la salle. À ce moment seulement, je me rendis compte de ce que je venais de faire. Déjà, je voyais arriver vers moi un homme terrible, une véritable brute. Imaginez un gaillard velu comme un orang-outan, aux sourcils épais et à la mâchoire qui s'avançait. Il portait à la ceinture 5 pistolets, une véritable terreur en vérité. Il marcha vers moi, m'administra une retentissante paire de gifles avant de me dire « Tu me plais, toi !» Il m'emmena dans une arrière-salle. Finalement, il me proposa de me prendre sous ses ordres, avec un salaire de 50 dollars par semaine. Je n'hésitai pas une minute. Pour moi, c'était un job royal, et j'étais fier d'appartenir désormais à la bande de Sadie. Aujourd'hui, c'est encore pour moi un plaisir de décrire ce qu'était la vie dans ces quartiers lépreux de New York de 1917. Il y avait 2 bandes. D'abord, celle de Gip, de Blood, et la nôtre. Toutes 2 se partageaient le contrôle des bars. Mais, comme dans toute affaire qui se respecte et où il y a 2 associés, les 2 bandes ne s'entendirent pas longtemps, et nous ne tardâmes pas à en venir aux mains. J'ai déjà décrit l'homme qui était mon chef, et que nous appelions entre nous le gorille. Eh bien, le chef de la bande adverse, Gip de Blood, se flattait de briser sur son genou une colonne vertébrale, et pour s'amuser, pour un simple pari de 2 dollars, il cassait les reins à un vague type. À ce sujet, il faut que je vous raconte. Un jour, nos 2 bandes se rencontrèrent. Je ne suis pas prêt d'oublier ce qui se passa. L'explication eut lieu dans un salon qui était fréquenté par toute la racaille de Dead Rabbits. 7 ou 8 hommes entrèrent dans l'établissement, sortirent leurs armes et commencèrent à tirer dans les miroirs, sur les lampes, sur le plafond. C'était un règlement de compte tout à fait dans le style de Gip de Blood. Mais nous étions là, et aussitôt on commença à s'étriper. Les 2 caïds, notre chef et celui de la bande adverse, s'amusèrent à tabasser tous ceux qui tombaient entre leurs mains et à écraser à coups de bottes ferrées les visages des blessés. Enfin, un vrai combat de sauvages en furie. Je dois vous dire que, pour ma part, je n'ai jamais été trop sanguinaire. Je n'aime pas tuer pour le plaisir de tuer. Il y a tellement d'autres façons de régler les problèmes. Et puis, être l'homme de main d'un chef de bande, si puissant soit-il, cela ne m'intéressait pas. J'avais de l'ambition. Je voulais réussir. Je dois dire aussi que New York et ses bas-fonds m'emmerdaient de plus en plus. Que faire alors ?
J'avoue que je n'avais aucune espèce d'envie de travailler, et si j'avais l'intention de devenir mon propre patron, c'était bien pour gagner le maximum de fric. À cette époque, j'étais déjà en ménage avec May. Un matin, c'était exactement le 11 novembre 1918, et c'est pourquoi je me rappelle très bien de la date, elle me dit « Al, quittons New York. Il n'y a rien à faire pour nous ici. Essayons de faire notre vie ailleurs. » Elle avait raison. Et avec les derniers dollars que j'avais dans ma poche, je pris 2 billets pour Chicago, où nous descendîmes à Central Station. Cette fois, j'étais décidé à m'occuper sérieusement et à éviter toutes les erreurs que j'avais commises dans ma jeunesse. Me voici donc à Chicago. Le Middle West à cette époque était en pleine effervescence. Je m'aperçus vite qu'il y avait beaucoup de travail à faire là-bas, et après avoir, comme tout le monde, visité les abattoirs qui sont célèbres dans le monde entier, je commençai vraiment à chercher un job pour me débrouiller. Comme je me promenais dans Illinois Avenue, préoccupé du lendemain, coup de chance, je tombe sur mon ami Lopez. Celui-ci, un véritable Mexicain, m'avait déjà aidé à New York. Lorsqu'il me vit sur le pavé de Chicago, la mine défaite, avec sur la tête mon vieux melon gris de 50 cents, il me dit « Al, tu pues la loose. » Il disait vrai, l'enfoiré. Il commença par m'inviter à déjeuner. Je n'avais pas fait un vrai repas depuis 5 jours. Ensuite, il m'emmena dans ce genre de General Store, où il me fit habiller pour 2,50 $. Enfin, me prenant par le bras, Lopez me dit « Maintenant, tu vas me suivre. » Je n'en demandais pas plus. Une demi-heure plus tard, dans une salle d'entraînement de boxe, je faisais la connaissance de l'homme qui allait me mettre sur ma voie, Jim Colissimo. Ce dernier, lorsqu'il me vit, me dit « Ton nom, je m'en fous. Pour moi, tu seras Scarface. » Ce surnom de balafré, qui me déplaît tant encore, on me l'a toujours donné par la suite. « Tu vas travailler avec moi, continua Jim, et si tu n'es pas un imbécile, je ferai de toi un mec riche. » Je dois dire que lorsque Colissimo me fit cette proposition, le bootlegging était en pleine croissance. La loi Volstead, qui consacrait aux États-Unis le triomphe des prohibitionnistes, allait nous permettre de ramasser, par le trafic d'alcool, une fortune colossale. Colissimo était le roi du torboyau dans tout le Middle West. Il avait déjà monté 12 distilleries clandestines, et il ramassait un fric fou. Un matin, cela faisait 2 mois que je travaillais avec Colissimo, mon patron me dit « Je vais te présenter aujourd'hui à mon taulier, Johnny Torrio. » Torrio était l'homme qui subventionnait Jim Colissimo, et il avait la haute main sur tous les speakeasies de Chicago. Je venais d'avoir 21 ans, et j'étais décidé à jouer ma chance jusqu'au bout, et dans le feu de la jeunesse, j'étais plein d'insouciance. Sous les ordres de Colissimo, commença à se monter une véritable industrie du vice ou, pour être exact, un syndicat ou un trust, comme vous voudrez. Du jour au lendemain, Johnny Torrio et Jim Colissimo installèrent dans toute la ville des restaurants fastueux dans lesquels tous les riches affranchis et dans d'autres, tous les pauvres types pouvaient venir se saouler, jouer et s'amuser. C'est moi le premier qui ai compris qu'on devait exploiter le vice d'une manière commerciale. Pour arriver à ce résultat, j'avais trouvé la seule solution, essayer de m'aboucher avec des personnalités politiques et avec des gens du monde des affaires. En quelques mois, nous montâmes une gigantesque entreprise où s'affairaient des avocats marrons, de faux témoins, des camionneurs toujours prêts à transporter clandestinement un chargement d'alcool. Je réussis de même à mettre la main sur des agents électoraux. C'est alors que pour la première fois, je pris conscience de ma puissance et de mon intelligence. Je ne tardai pas à me rendre compte que Colissimo était pour notre syndicat un poids mort et une charge. Alors, j'allai voir Johnny Torrio et lui proposer le marché suivant. En 6 mois, lui dis-je, nous avons fait un bénéfice de 500 000 $. Cela n'est rien. Nous pourrions faire 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois plus. Nous pouvons devenir les rois de la place si nous nous associons. « Ok, me répondit Johnny Torrio. Tu as raison.
Avant tout, il faut balancer Colissimo, qui n'est pas bon à grand-chose. Il y a plusieurs moyens d'évincer quelqu'un. Si j'avais partagé la vie de Johnny Torrio, il y aurait eu 9 chances sur 10 pour qu'on eût retrouvé sur le bas-côté d'une route le cadavre de Colissimo. Mais j'ai toujours eu horreur de la violence, et le sang me fait peur. D'ailleurs, je crois que je ne pourrais pas tuer un lapin tellement je suis sentimental. J'avais un autre plan en tête, et comme Colissimo était un coureur de filles, je ne tardais pas à lui mettre entre les bras l'actrice numéro 1 de Chicago, la belle et excitante Pompita. Née à Détroit, d'un père espagnol et d'une mère italienne, elle s'annonçait comme danseuse étoile mexicaine. Comme je l'avais prévu, 8 jours plus tard, Colissimo tombait dans le piège, et Pompita devenait la véritable maîtresse, non seulement de son cœur, mais aussi de ses pensées. Ainsi, comme chef de bande, Colissimo était déjà mort avant de se faire refroidir. Sa mort n'y a rien changé. La partie allait se jouer désormais entre Johnny Torrio, ce vieux Sicilien à la face aplatie, et moi, le jeune Napolitain. Moi, Fredo Fiorello Al Capone. Ce nom de « petite fleur » m'avait été donné par mon nouvel associé, Johnny Torrio.